Eh ben, je vous propose qu'on démarre. Bonjour à toutes et à tous. Il est pile poil 13h. On est dans les temps. Bonjour Laurent et bonjour à Agathe aussi qui est connectée. On est sur un format webinaire cet après-midi, donc on a volontairement désactivé vos caméras et vos micros pour une raison principale, c'est qu'il y avait plus de 150 inscrits sur l'événement, ce qui est à la fois super, parce que ça veut dire qu'il y a un engouement et qu'il y avait un besoin et que on est très content qu'il y ait du monde, mais par contre, pour animer le webinaire, il est vrai qu'on ne peut pas se permettre de permettre à tout le monde d'avoir son micro et sa caméra d'allumer. Voilà, donc le webinaire cet après-midi, il démarre maintenant et on ira jusqu'à 14h30. L'idée, c'était aussi de pouvoir permettre à certains et certaines de pouvoir se connecter peut-être sur leur pause déjeuner. On va démarrer juste pour faire un petit point d'actualité de 5 minutes sur le hub. Et puis après, on laissera la parole et on laissera Laurent Verdier pouvoir intervenir sur le thème de la cybermalveillance. Juste pour vous donner les petites règles, si jamais vous souhaitez poser des questions, vous les posez via le chat, donc la discussion publique pour parler en français, qui est en haut à gauche en fait sur votre écran. Voilà, vous posez les questions et puis avec Agathe, on les prendra au long cours en sachant qu'on va séquencer l'intervention de Laurent à chaque fois avec pas plus de 30 minutes d'intervention et après on reviendra sur les différentes questions qui auront été potentiellement posées pour pas vous assommer d'une heure et demie d'intervention. On marquera des petites pauses pour laisser le temps à Laurent de répondre aux questions. Voilà. Et ben, je vous propose qu'on démarre et on va démarrer, comme je vous le disais, avec un petit point d'actualité sur le. Donc, normalement, vous voyez mon écran. Hein, a priori, ça fonctionne. Hein, du coup, Agathe et Laurent, vous me Oui, confirmez. on le voit. Super, parfait. Je vais même passer en plein écran. Comme ça, ce sera plus simple. Donc, on se retrouve aujourd'hui. Le webinaire du jour, il est proposé donc par le Hub Bretagne pour un numérique inclusif, en partenariat avec, du coup, avec le GIP Acima, en fait, qui gère ça, Laurent vous l'expliquera juste derrière, qui gère notamment la partie cybermalveillance sur ce dispositif. Un petit point d'actualité, et puis aussi peut-être parce qu'il y a des gens qui sont là et qui participent et qui ne nous connaissent pas et qui connaissent pas le projet du Hub. Donc le projet du Hub, c'est avant tout un projet co-porté qui est porté par un certain nombre de structures, en tout cas qui embarque un consortium avec un certain nombre de structures, donc la préfecture de région, la région Bretagne, Rennes Métropole, la Fédération des centres sociaux, qui est vraiment le porteur opérationnel, donc qui porte notamment les postes salariés d'Agathe, de Laura et de moi-même. Et puis, dernièrement, on rejoint la dynamique et le consortium, les départements d'Ille-et-Vilaine et le département des Côtes-d'Armor. Voilà. On sort d'une phase de 2 ans d'amorçage et on repart pour une nouvelle phase qui va être une phase d'écriture d'une feuille de route. Et voilà, donc le projet, pour le moment, le projet continue, à minima pour les deux prochaines années, voire potentiellement jusqu'en 2027. L'idée du hub, c'est quoi? C'était avant tout d'avoir un sas de coopération et une structure et un projet de coopération sur les sujets de l'inclusion numérique, avec notamment comme finalité de rendre visibles les problématiques et les enjeux d'accès au numérique pour tous les publics, de soutenir également l'ensemble des aidants professionnels comme bénévoles qui favorisent en fait l'accès au numérique, voilà, qui utilisent aussi ce levier-là comme un levier d'insertion sociale, économique ou de développement du pouvoir d'agir. Et puis, on est réunis aussi derrière un certain nombre de valeurs et de principes, notamment la coopération, le commun, les principes de subsidiarité, c'est-à-dire d'intervenir plutôt en coopération plutôt qu'à la place d'eux. On a une mission d'intérêt général forcément à but non lucratif. Les actions qu'on propose sont gratuites.
On est aussi sur l'idée d'équité territoriale, le tiers de confiance et facilitant intra- et infra-régional, et l'agilité pour expérimenter et déployer. Ça, je vais passer vite parce que je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un peu les grandes missions aujourd'hui qu'on réalise. Donc forcément, l'animation de réseau de l'écosystème à l'échelle régionale avec des déclinaisons parfois à l'échelle départementale. Certains et certaines ont dû participer déjà à des rencontres départementales qu'on a pu mener. Une deuxième grande mission qui est plutôt d'identifier les besoins prioritaires qui là est en train de se finaliser et qui va nous permettre justement de pouvoir potentiellement adapter et proposer des missions et des actions suite au diagnostic qu'on a pu réaliser. Et une troisième grande mission qui est plutôt d'initier et de piloter des démarches de coopération sur les chantiers prioritaires. Hors bulle, là, vous voyez tout ce qui se présente. Ce sont toutes les actions qu'on a pu mettre en place jusqu'à maintenant et qu'on s'efforcera de continuer à mettre en place dans les prochains mois. Pour ce qui est de l'équipe, voilà, vous avez été habitué à avoir une personne de plus, mais aujourd'hui, pour le moment, il y a comment dire, Laurence Soblawski qui était également, qui faisait partie également de l'équipe côté région Bretagne, et pour le moment, enfin, elle n'est plus mise à disposition pour le hub, donc on se retrouve avec une équipe à 3, dont les 3 postes sont portés par la Fédération des centres sociaux de Bretagne, à savoir Laura Lesnec qui du coup déploie le projet Portrait. On va pas en parler maintenant, mais je pense que beaucoup en ont déjà entendu parler. Agathe qui est présente aujourd'hui et qui est jusqu'à ce soir basée à Brest, mais qui sera basée à Rennes à partir de la semaine prochaine. Voilà, qui est chargée de projet du hub, et moi en tant que coordinateur, chef de projet sur le hub. Pour ceux qui sont pas encore inscrits à notre base de contact, liste de diffusion, vous pouvez vous y inscrire. Peut-être que certains ou certaines ont participé à cet événement grâce à un post sur LinkedIn ou à un relais. Si jamais vous voulez continuer à recevoir notre actualité, l'invitation à des événements, bah, du coup, vous pouvez vous inscrire et je veux bien qu'Agathe, tu mettes le lien vers le Frama dans le chat pour que les gens puissent s'inscrire à notre liste de diffusion. Voilà. Après cette petite introduction, il n'y a pas eu, a priori, il n'y a pas de... Alors oui, il y aura, pardon, effectivement, alors il n'y aura pas de compte-rendu, mais par contre, il y aura un replay du webinaire, parce qu'il y a pas mal de gens qui finalement n'étaient pas disponibles. Donc il y aura bien un replay du webinaire. Voilà. Et ben écoute Laurent, je te laisse la main. Voilà, tu deviens à partir de maintenant le maître du temps et le maître du partage d'écran. Je t'ai laissé la main. Alors, merci beaucoup, Antoine. Donc, rebonjour Antoine et Agathe. Bonjour à toutes et à tous. Alors, maître du temps, je compte sur toi parce que, comme tu vas tout de Oui, suite t'en rendre compte, je suis quelqu'un de passionné, et qui dit passionné risque d'être bavard. Donc, n'hésite surtout pas à me reprendre si jamais je dépasse le temps imparti ou si je risque de le dépasser. Bonjour à toutes et à tous. Laurent Verdier, directeur du pôle sensibilisation du groupement d'intérêt public ACIMAR, c'est-à-dire Action contre les cybermalveillances, qui, comme l'a rappelé Antoine, opère la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Au nom de Jérôme Notin, notre directeur général, je remercie très chaleureusement le Bretagne de nous avoir sollicité. Pour nous, c'est toujours un plaisir et un honneur d'être au contact des professionnels de la médiation. Donc voilà, merci. Quelques petits points avant de rentrer dans le vif du sujet. Ceci est tout sauf un cours magistral. Voilà, on n'est pas à la fac, on n'est pas. Moi, je vous fais part un petit peu de nos perceptions des risques et des menaces, de nos recommandations et de nos propositions d'outillage. Avec l'accord d'Antoine et d'Agathe, j'aménagerai quelques petites pauses entre les différentes parties de cette présentation. Si jamais il y a des questions qui semblent importantes ou urgentes et qui portent sur ce que je viens d'évoquer, bien entendu, pas de souci. Voilà, mais je suis pas là pour. C'est pas du descendant. Ça doit être du collaboratif et du partagé. Deuxième chose, il est bon de le rappeler quand même. À cybermalveillance.gouv.fr, nous ne sommes pas
des professionnels de la médiation et de l'inclusion numérique. Je préfère le dire parce que nous n'avons pas l'ambition, et nous ne l'aurons jamais, de nous substituer à votre connaissance du terrain, des usagers et à votre savoir-faire métier. Par contre, notre expertise des menaces qui aujourd'hui ciblent les particuliers, les PME ou les collectivités territoriales, bien entendu, nous mettons cette expertise, cette compréhension et surtout les bonnes pratiques qui sont associées à ces risques à votre entière disposition pour pouvoir, bien entendu, vous les approprier et surtout derrière les adapter à vos différents usagers. Donc ça, c'est important. À chaque fois que je veux aider ma belle-mère sur son ordinateur, ça tourne mal. Soit la en médiation, je préfère vous le dire tout de suite. Et d'ailleurs, j'en profite pour embrasser ma belle-mère au passage. Antoine a évoqué pour le Hub Bretagne les principes d'intérêt général et de gratuité. Nous avons donc complètement dans ce sens, et c'est pour ça aussi que nous sommes là aujourd'hui, l'intégralité de nos contenus et de nos ressources sont gratuits, librement téléchargeables, librement diffusables et librement redistribuables. Donc n'hésitez pas, tout c'est pour vous et c'est vraiment l'importance de ces contenus et de ce projet prédomine sur un coût quel qu'il soit. Nous venons, je vais évoquer les menaces, je vais évoquer un certain nombre de tendances. Nous venons de sortir et de publier notre rapport d'activité 2023 qui est beaucoup plus exhaustif quant aux chiffres, aux tendances et surtout à la contextualisation que je vais évoquer, qui, comme l'ensemble de nos contenus, reste dans un langage non technique, sans acronyme, sans anglicisme et accessible. Donc, ne vous privez pas de le télécharger et de vous en inspirer pour creuser les éléments que je n'aurai pas le temps de développer sur un format comme celui d'un webinaire. Dernier petit message à Antoine, ça m'est arrivé il y a quelques semaines, alors je préfère le dire. Il y a eu une coupure de connexion Internet, les aléas de la connexion. J'étais en plein webinaire et pendant 10 minutes, en fait, j'étais complètement tout seul devant mon ordinateur sans être connecté et je parlais. Je continuais ma conférence, personne ne m'a appelé. Donc, Antoine, si jamais ça coupe, n'hésite pas à m'appeler et je prendrai le temps de changer de machine ou de me reconnecter. Comme ça, on pourra continuer dans des bonnes conditions et éviter à tout le monde la pénibilité de louper des infos qui pourraient intéresser. Voilà, j'ai tout dit. Je vais me lancer dans la tâche risquée mais nécessaire de partager mon écran. Antoine, dis-moi si à ton niveau, c'est bon. Ok, c'est bon, on voit bien, ouais. Tu peux passer en plein écran. Parfait. Très bien. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter le dispositif que je représente, d'ailleurs, le dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance avec le menu du jour, un rappel, je vous rassure, très bref et très synthétique des missions et des publics qu'on nous a attribués en 2017 et en octobre 2017 lors de notre lancement. Qu'est-ce que nous percevons des menaces, et plus particulièrement vis-à-vis du grand public, des particuliers, mais pas que. Quels risques nous percevons également associés à ces menaces financiers, en termes d'usurpation d'identité. Enfin, voilà, j'évoquerai ça avec vous. Quelles ressources, vous en connaissez sans doute, mais quelles sont les principales ressources que nous mettons à votre disposition. Et ensuite, j'évoquerai effectivement un projet qui me tient particulièrement à cœur, puisque j'ai eu le plaisir de piloter la conception de la mallette cyber, qui vraiment a été commandée, entre guillemets, par l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, dans le cadre d'une campagne d'outillage des acteurs de la médiation et de l'inclusion numérique. Et enfin, nous pourrons voir ensemble les liens et les ressources utiles que nous mettons à votre disposition. C'est parti. Alors, sans remonter à l'ère du protozoaire, simplement vous rappeler que le dispositif cybermalveillance.gouv.fr est parti à l'origine d'un besoin purement opérationnel. Nous sommes en 2015, nos autorités publient la stratégie nationale pour la sécurité du numérique. Et en fait, dans ce document, il y a un constat qui est fait par rapport à, si vous me passez l'expression, un énorme trou dans la raquette en matière de protection pour 3 publics et pas les moindres. Tout le monde, les particuliers, les PME, les TPE,
les associations ainsi que les collectivités territoriales. Et ceci pour 3 missions essentielles. Tout d'abord, une mission d'assistance en ligne qui va permettre à une victime de comprendre ce qui se passe, d'obtenir des recommandations, des propositions d'orientation pour signaler les faits, avoir plus d'informations ou obtenir une écoute adaptée à l'image de ce que propose le 3018 de e-enfance. Et enfin, si elle le souhaite, la mise en relation avec un prestataire informatique référencé sur la plateforme. Ça, je viens de résumer notre parcours d'assistance victime. Deuxième mission, une mission de conception et derrière de mise à disposition complètement gratuite de contenu sur l'actualité des menaces, la définition d'une cybermenace et enfin, deuxième mission qui vient un petit peu clôturer ce cercle vertueux entamé par les 2 premières, logiquement une mission d'observation par le biais des demandes d'assistance qui sont émises sur notre diagnostic, des téléchargements ou des consultations d'articles, et bien entendu de remonter de ces informations anonymisées et consolidées à nos autorités pour mieux orienter les politiques publiques aujourd'hui menées dans le domaine de la lutte au niveau national, de la lutte contre les cybermalveillances. Alors concrètement, nous avons été incubés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, en copilotage avec le ministère de l'Intérieur. Nous avons été rejoints rapidement par d'autres ministères, l'économie, les finances, la justice, l'éducation nationale, la jeunesse, les armées. Et aujourd'hui, pour un lancement en octobre 2017, et aujourd'hui ce sont 63 organisations qui sont membres du groupement d'intérêt public ACIMA, issus des pouvoirs publics, comme je viens de l'évoquer, de la sphère des organisations professionnelles de prestataires informatiques, de la sphère également des utilisateurs de l'Internet, associations de défense des consommateurs, des internautes, des victimes, clubs de la sécurité comme le Césin, le CLUSIF, et enfin d'un collège composé des offreurs de services et de solutions, à l'image de grands groupes français que vous devez connaître parce qu'ils participent également à d'autres événements comme les numériques en commun. Si je vous parle du groupe La Poste, de la Maïf, de la Banque des Territoires, voilà, sont quelques exemples. Le GIP, ce sont 1200 prestataires informatiques référencés répartis sur l'ensemble du territoire, plus de 200 labellisés experts cyber. Plus d'1 million vient de passer le seuil des 1 million de victimes assistées depuis octobre 2017. Et pour la seule année 2023, près de 3 700 000 visiteurs uniques sur la plateforme. Voilà, une petite diapo pour rendre hommage à nos membres qui, au sein d'un GIP, participent activement à la gouvernance du dispositif, relaient nos campagnes de sensibilisation et que nous sollicitons très régulièrement pour l'ensemble de nos productions et de nos ressources. Avant que j'évoque les cybermenaces, mon cher Antoine, y a-t-il des questions dans le chat sur ce que je viens d'évoquer en termes d'organisation et de fonctionnement et de ce que nous sommes ? Non, je vois une question. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'en rédiger, mais je te propose de continuer. Il y a une question sur intervention à destination des usagers. Comment obtenir si un maximum de participants, si j'organise une telle intervention, qu'il peut y avoir une intervention. Je ne sais pas si tu la vois, la question, du coup, Laurent. Là, je ne vois rien du tout puisque je suis en plein écran, donc je vois rien du tout. Vas-y, je suis en aveugle. Pas de souci. Oui, la question porte sur est-ce qu'une intervention, enfin si je comprends bien, est-ce qu'une intervention de ce type peut être faite à destination des usagers, s'il y a peut-être des supports à destination des usagers aussi de votre côté? C'est une très très bonne question et ça me rappelle que j'ai oublié d'évoquer un point fondamental. Combien sommes-nous au sein de ce dispositif national? Alors ça va vous faire sourire, nous sommes 18. Les 3/4 de l'équipe sont dédiés à l'alimentation, à l'amélioration, à l'optimisation quasiment quotidienne de la plateforme, parce que nous accueillons des victimes, et pour nous, c'est très important d'offrir, au travers de notre parcours d'assistance victime, j'ai envie de dire, des conditions les plus simples, les plus pratiques possibles, parce qu'une victime, c'est quelqu'un de stressé, voire de paniquer dans certains cas, qui ne comprend pas ce qui se passe, ou qui vient d'être victime, par exemple, d'un virement de plusieurs milliers d'euros, et c'est la panique à bord. Et tout ça pour dire que pour réaliser ce que je fais aujourd'hui devant vous, nous sommes 3.
sur l'ensemble du territoire national. Donc, bien entendu, nous pouvons participer à des événements dans les territoires. Nous participons régulièrement à des numériques en commun locaux. Et c'est avec un grand plaisir que nous nous déplaçons ou que nous intervenons par webinaire, comme je le fais tout de suite. Mais la règle, c'est vraiment de nous avertir dès que vous avez la date, la possibilité de nous donner quelques informations sur l'événement, sachant que on ne peut pas tout faire. Donc, bien entendu, plus vous vous y prenez en amont, plus on peut échanger et programmer ce qui est programmable. Voilà, donc n'hésitez pas. laurent.verdier@cybermalveillance.gouv.fr et derrière, on peut tenter de s'organiser pour trouver une solution qui arrange tout le monde. Okay. Et je répondais à la question, Adèle. Oui, je pense, a priori. Juste parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui demande de revenir sur la slide précédente. Ce que je vous propose, c'est, parce que sinon ça va être un peu difficile à gérer pour nous, je vous mets un lien sur Drop Infini où vous pouvez télécharger directement le support qu'utilise en ce moment Laurent. Oui. Comme ça, si jamais vous voulez aller sur d'autres diapos ou autres, vous pouvez le faire, mais voilà, et vous l'avez d'ores et déjà. Donc voilà, je viens de le mettre sur le Drop Infini. Antoine, oui. Si c'est possible, ça serait bien de réserver le téléchargement pour la fin de la session. Ah mince, mais je l'ai déjà mis le lien, je suis désolé. Ah Je le mettre à l'instant. Je suis vraiment désolé. Non, mais c'était pour éviter de demander est-ce que les gens. Oui. Voilà. Après, je te laisse Bon. dérouler, mais c'est pour que les gens puissent revenir s'ils veulent dessus. Il n'y a pas de souci. Je vous invite pour l'instant, en tout cas, à me suivre dans le déroulé des slides. Bien sûr, vous pourrez utiliser les contenus ultérieurement, mais pour l'instant, c'est peut-être plus utile pour vous que je puisse peut-être contextualiser certains éléments qui apparaissent à l'affichage. Alors, par rapport à nos recherches d'assistance en 2023 sur le parcours d'assistance victime, qu'est-ce que nous percevons aujourd'hui des menaces? Comme je l'ai indiqué, vous aurez beaucoup plus de détails au niveau de notre rapport d'activité, que je vous invite pour le coup, lui, à télécharger et à lire. Que voyons-nous? Alors déjà, j'ai voulu mettre nos trois publics. Ça me semble important d'avoir une vue macro pour, avec vous, décrypter un petit peu quelles sont les menaces principales aujourd'hui, tout public confondu. Et on voit bien que vraiment les deux menaces majeures, mais ça, c'est pas un scoop, hein, je vais pas vous faire des révélations fantastiques. C'est d'abord l'hameçonnage, ce faux message, ce faux mail, ce SMS frauduleux, ce coup de fil frauduleux également, par le biais duquel un interlocuteur usurpe la qualité d'un contact ou d'un organisme de confiance ou connu ou susceptible en tout cas de vous mettre en confiance afin d'obtenir de vous un mot de passe, un couple identifiant mot de passe, des documents confidentiels, des données financières ou bancaires, ou encore de vous faire cliquer sur un lien qui va vous diriger vers un site tenu par les attaquants et vous faire remplir, par exemple, un formulaire bidon censé être utilisé pour renouveler ou mettre à jour votre carte vitale et faciliter les paiements de l'assurance maladie. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui la menace majeure. On y reviendra un petit peu plus tard. Deuxième menace transverse, ce qu'on appelle le piratage de comptes en ligne. Du fait, entre autres, des confinements et surtout qui ont marqué la crise sanitaire et de la transformation de nos activités numériques, nous avons vraiment démultiplié ces espaces en ligne et malheureusement, nous ne les protégeons, mais je ne vais rien vous apprendre non plus, qu'avec souvent des mots de passe trop simples, trop facilement devinables et pour lesquels effectivement, ou alors un mot de passe fort, mais que nous avons utilisé pour l'ensemble de ces services et nous stockons sur ces espaces des éléments de plus en plus individuels, confidentiels, importants, financiers. Et troisième menace également à noter pour les particuliers, qui existe depuis quelques années, mais qui est revenu assez fort en 2023, ce qu'on appelle l'arnaque au faux support technique. Alors, je vais y revenir, mais vous savez, cette arnaque consiste à faire appeler un particulier une ligne téléphonique, soi-disant pour dépanner son ordinateur. Le navigateur est bloqué sur une fenêtre très anxiogène et pour le coup, le faux opérateur, parce qu'il s'agit d'un faux opérateur, va vendre dans le meilleur des cas des programmes soi-disant antivirus complètement inoffensifs et qui ne changeront rien à la situation puisque votre ordinateur n'est pas infecté. Et dans le pire des cas, va installer des programmes frauduleux puisqu'il va demander à prendre la main sur votre système et vous faire payer ça très cher. Donc, on est vraiment dans du dépannage factice. Là, ce qui est important, c'est l'évolution.
On reste stable de 2022-2023 pour l'hameçonnage. Par contre, montée en force du piratage de comptes en ligne et retour en force également du faux support technique, émergence des programmes malveillants qui plafonnaient à 2% pour 2022, qui reviennent à près de 5,5 pour 2023, avec également un ralentissement, mais ça risque pas d'être le cas pour 2024 avec les affaires qu'on a en ce moment, en matière de fuite de données personnelles. Alors, important d'évoquer les menaces, mais très également important d'évoquer les risques. Bien entendu, un risque financier par rapport à l'utilisation frauduleuse des moyens de paiement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les données financières ou bancaires qui sont récupérées par le biais d'un hameçonnage, d'un formulaire bidon, risquent d'être très, très rapidement frauduleux. Et preuve en est l'arnaque au faux conseiller bancaire. C'est souvent après un premier mail d'hameçonnage ou un formulaire rempli avec ses données financières qu'on est rappelé, coordonnées financières et téléphoniques, et donc qu'on est rappelé par un soi-disant responsable sécurité sûreté de votre banque ou de votre conseiller bancaire, et qui va poursuivre et exploiter complètement cette transmission initiale de données financières pour la concrétiser par le biais d'un virement frauduleux ou d'un achat frauduleux en ligne. Importance également de la réutilisation immédiate dans une optique frauduleuse de tout ce qui est données personnelles, identité, adresse postale, mail, identifiant de connexion, information bancaire, et bien entendu des risques à la fois personnels mais également professionnels quand malheureusement les données transmises concernent également des éléments sur son entreprise, son association, son administration. Il faut savoir que derrière, on est vraiment aujourd'hui face à des malveillants qui vont très rapidement optimiser et réutiliser ces données-là. Autre menace que nous percevons, l'usurpation d'identité, puisque ça va permettre aux attaquants de se faire passer pour vous, soit auprès de vos contacts, de vos partenaires, de vos prestataires, de vos connaissances sur un réseau social. Et derrière, effectivement, ça risque d'entraîner des préjudices assez significatifs, qui le sont de plus en plus malheureusement, à la fois pour vous, mais également pour vos contacts. Si je vous parle d'ouverture frauduleuse de lignes téléphoniques ou de comptes bancaires pour réaliser des arnaques, des souscriptions de faux dossiers de crédit, des locations, des escroqueries qui risquent d'être perpétrées avec votre identité au préjudice de vos proches, mais également des faits de diffamation, de chantage ou encore de cyberharcèlement. Alors, l'autre particularité de cybermalveillance.gouv.fr, c'est de ne pas plonger dans le syndrome, j'ai envie de dire, de la galerie des horreurs. On n'est pas là pour vivre et surtout évoluer dans l'anxiogène. Nous, on vous dépeint ce qu'on perçoit des menaces, mais le but derrière, c'est surtout d'y associer des recommandations positives et des bonnes pratiques qui vont permettre à nos usagers et nos concitoyens d'évoluer dans un numérique de confiance. On n'est pas là pour faire peur pour faire peur. Il faut vraiment être clair à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que nous recommandons en matière, bien entendu, de réaction et surtout de réflexion? Ces recommandations, vous devez les connaître, mais c'est important de les avoir à l'esprit. Et c'est en cela que ce support de présentation, je pense, peut vous être utile. La première chose que nous recommandons, c'est vraiment de ne pas paniquer, de tenter de garder son calme et la tête froide, et surtout de ne pas rester seul. D'en parler à quelqu'un à qui on fait confiance, un proche, un ami, une relation, à venir trouver de l'information, bien sûr, sur un site comme la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Avant toute chose, en cas de doute, vérifiez la cohérence entre l'émetteur du message ou du SMS, l'historique des échanges qu'on a avec cet émetteur, le contexte. Il faut savoir que dans un mail d'hameçonnage ou un SMS d'hameçonnage, il y a toujours une action qui est demandée de la part de l'attaquant. Donc, est-ce que c'est cohérent par rapport à la nature de la relation? J'ai même vu des gens, malheureusement, répondre favorablement à un mail d'hameçonnage soi-disant émis par Netflix, alors qu'eux-mêmes n'étaient pas abonnés. Donc, voilà, il faut aussi garder ce bon sens par rapport aujourd'hui aux services que nous avons, que nous sollicitons, ou aux échanges que nous avons avec des correspondants habituels. Se méfier très naturellement, un doute, il n'y a plus de doute, se méfier très naturellement des messages volontairement
alarmiste, anxiogène, quand vous n'avez que quelques heures pour changer les mots de passe, ou au contraire trop alléchant, hein, je suis désolé de le dire, mais ça vous devez le répéter régulièrement à vos usagers. Non, on n'obtient pas, on n'achète pas aujourd'hui le dernier téléphone portable à la mode à moins de 5 euros. Ce n'est pas possible, c'est forcément une arnaque. Donc attention, attention, ou alors à des placements financiers mirobolants qui vont quadrupler vos économies. Toujours se méfier justement de l'affaire du siècle. S'informer, trouver de l'assistance, bien entendu, sur cybermalveillance.gouv.fr, et aussi agir pour l'intérêt collectif, l'intérêt général, ne pas hésiter à signaler les contenus frauduleux, soit sur le 33 700 ou encore auprès de Signal Spam ou encore la plateforme Pharos, internetsignalement.gouv.fr. Aujourd'hui, on se rend compte également de toute la problématique et de toute l'importance de leurs données personnelles, ou en tout cas des données qui peuvent être réutilisées frauduleusement. Donc, quelques lignes, quelques axes de réflexion que je vous soumets par rapport justement à l'importance qu'elles revêtent aujourd'hui. Quelles sont mes données? Où sont-elles situées, hein? De quel type de données parlons-nous? Mes données d'identité, financière, bancaire, quelle utilisation, quelle régularité j'en ai? Sur quel support sont-elles stockées? Mon téléphone, mon ordinateur portable? Comment je les protège? Et est-ce que je protège correctement les accès qui y mènent? Est-ce que j'utilise des mots de passe? Si oui, lesquels? Est-ce que je les gère intelligemment? Est-ce que je les change régulièrement? Est-ce que je sauvegarde également régulièrement ces données? Parce que sans même être obnubilé par une optique frauduleuse, on peut très bien perdre ou casser son téléphone portable. Et enfin, et j'insisterai particulièrement sur ce point, quand on me demande de les transmettre, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est proportionné? Je m'explique, hein, est-ce que c'est normal qu'on me demande de transmettre un scan de ma carte d'identité ou de mon passeport, mes 10 derniers bulletins de paie, une attestation fiscale, simplement pour avoir droit de visiter un appartement en location la semaine prochaine? Donc voilà, après il faut aussi parfois se poser la question de savoir si cette demande est légitime et surtout proportionnée par rapport au service auquel elle est censée donner accès. Et bien entendu, même si on se rend compte que cette demande peut être bien fondée, s'assurer de sécuriser ces envois. Et on y reviendra notamment en intégrant aujourd'hui des filigrammes sur les documents que l'on peut transmettre, ce qui rend le document à usage unique. Et ça, c'est très important. Avant que j'aille plus loin, Antoine, y a-t-il des questions ou des interrogations sur ce que je viens d'évoquer? Ouais, Agathe, je te laisse gérer. Je Oui. t'ai pas prévenu, Laurent, moi je suis le modérateur technique et Agathe fait. Non, mais pas de problème. Autant pour moi. Maître du temps et régulateur technique. Non, ouais, pas de souci. Alors, Donc, sur Agathe, les questions, il y a justement une question sur le filigrane, puisque tu viens d'en parler. Nathalie demandait si c'était une pratique à conseiller au public accompagné d'ajouter un filigrane sur les documents. Ça, c'était première question. Et il y en a une deuxième, plus générale, sur comment avoir des arguments concrets pour rassurer les publics qui sont accompagnés face à des récentes fuites de données qui font beaucoup de bruit dans les médias, notamment. Alors, la première question, le filigrane, ce n'est qu'un moyen. Vous comprenez toutes et tous qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est de faire comprendre à vos usagers qu'il est important de connaître ces données et d'être vigilant par rapport aux conditions de transmission. Déjà, je ne dois pas tout transmettre, forcément tout ce qu'on me demande. Parfois, il y a des choses qui sont un petit peu hors ligne. Et donc, restez vigilant. Justement, c'est ce que j'évoquais avec le terme de proportionnalité. Restez vigilant par rapport vraiment au fait qu'on me demande parfois des trucs complètement délirants par rapport à un service qui ne le nécessite pas forcément. Le filigrane, moi, je trouve ça bien. Et avant même que le service soit en ligne, je le faisais à la main, c'est-à-dire que j'imprimais une première fois mon document et je le taguais avec un stylo en le redatant et en mettant la date et surtout en mettant l'objet pour lequel je le transmettais. Alors parfois certains interlocuteurs disaient oh bah oui mais quand même vous exagérez, c'est pas beau. Bah oui c'est pas beau mais c'est à usage unique. Le principe c'est vraiment
de faire en sorte que ce document soit marqué, tagué pour une opération bien précise et que personne d'autre que l'organisme à qui vous l'adressez ne puisse le réutiliser dans une autre optique que celle pour laquelle vous le transmettez. Rassurer les usagers. Deuxième chose, ça c'est très important. Oui, je pense que c'est aujourd'hui, il faut aussi être conscient que les attaques cyber, les fuites de données sont beaucoup plus médiatisées qu'il y a quelques années. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos activités, globalement, se sont déplacées ou se déplacent, et je parle sous le contrôle d'Antoine et d'Agathe, au niveau du Hub Bretagne, je pense que vous en êtes conscient aussi, nos activités économiques, loisirs, globalement, ce sont de plus en plus, s'axent de plus en plus sur l'aspect numérique. Donc, légitimement, bien entendu, sur ce terrain. Maintenant, prendre sa voiture, c'est la même chose. Traverser la rue sans regarder à droite ou à gauche, c'est la même chose. Donc, nous devons nous adapter à ce nouvel environnement, en apprécier les qualités, mais également être conscient qu'il y a des points de vigilance à respecter. Comme j'aime à le dire, il ne faut pas vivre dans la panique et dans la peur permanente, tout simplement parce que la peur et la panique sont très mauvaises conseillères. Et c'est ce sur quoi, d'ailleurs, jouent un certain nombre d'attaques. Ce qu'il faut avant tout, c'est accompagner nos concitoyens à utiliser ces nouveaux outils et porter à leur connaissance les points de vigilance et pas les points de peur ou le fait de se recroqueviller qui accompagnent ce changement de nos habitudes. Voilà. Alors, il y a Si vous le voulez, oui. une troisième Allez, question, pardon, qui s'est une petite rajoutée. dernière. Mais je pense que c'est plus, est-ce qu'il y a un moyen de vérifier que le numéro que nous recevons est de confiance ou non? Donc j'imagine que là, c'est plutôt sur des démarches téléphoniques. Je ne sais pas si c'est un terrain sur lequel tu peux répondre. Alors, c'est délicat parce que chaque campagne d'hameçonnage par téléphone, par SMS peut différer, j'ai envie de dire malheureusement quasiment aujourd'hui d'une semaine à l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un numéro de téléphone peut être usurpé et qu'en cas de doute, il faut toujours mieux se fier au fond qu'à la forme. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans 99,9% des cas, les messages ou les opérations ou les appels d'hameçonnage vont jouer sur un contexte un petit peu anxiogène et surtout vont réclamer de la part de la victime ou de la cible une action. Et c'est à ce moment-là que les petites lampes rouges doivent s'allumer. Il est important de transmettre ces éléments à vos usagers en leur disant attention, est-ce que votre banquier vous a déjà appelé pour vous faire cette demande-là? Si c'est une première, attention, il faut se méfier. Et quand c'est possible, rappelez la personne que l'on connaît au sein de la banque avec ses propres coordonnées ou avec sa propre adresse mail ou ses favoris. Ne pas se fier aux éléments qui sont communiqués dans le message, dans le SMS ou lors de l'appel téléphonique. Mais je suis conscient que c'est compliqué parce que ça arrive toujours à un mauvais moment et c'est pas toujours le moment où on a la possibilité de vérifier et d'appeler. Mais ce sont malheureusement les seules suggestions que je peux me permettre de vous faire par rapport à ces opérations aujourd'hui malheureusement de plus en plus récurrentes. Je propose qu'on continue. Il y a une question intéressante de Pierre-André, mais peut-être que tu vas y répondre juste après. On la garde pour la fin Ouais, parce que je pense que là, tu vas parler des recommandations et des ressources, donc peut-être que tu vas en citer dedans. Alors, j'ai évoqué quelques recommandations, bien entendu, en cas d'urgence et de manière très macro. Nos ressources, avant d'évoquer la mallette, je voulais quand même rebalayer avec vous les ressources que nous proposons depuis le lancement de la plateforme. Donc, bien entendu, des articles adaptés à tous nos publics, écrits dans un langage simple, sans acronyme, sans nom de technologie, avec une définition. Alors, tous nos contenus s'appuient sur un triptyque que vous automatiquement. De quoi parle-t-on? Définit les choses avec des termes simples, comment s'en protéger en temps normal et que faire si malheureusement je suis victime. Après le reste, on l'adapte en fonction de la thématique, de l'article, etc. Mais tous nos contenus, dans leur intégralité, reposent sur ce triptyque qui est très important. De quoi parle-t-on? Comment m'en protéger en temps normal et que faire si je suis victime? Bon, là, je l'ai illustré avec, malheureusement,
quelque chose qui revient souvent sur les demandes d'assistance sur cybermalveillance.gouv.fr, en l'occurrence un cas de piratage de comptes sur les réseaux sociaux. Et effectivement, on y associe en général d'autres définitions. Quand dit le code pénal, comme ça, si la personne va aller déposer plainte, elle a déjà une trame, en tout cas une qualification, des propositions de qualification pénale à proposer aux gendarmes ou aux policiers auprès duquel elle va déposer plainte, et surtout les liens utiles vers les principaux opérateurs pour leur signifier que votre compte a été piraté. Nous avons également publié fin 2022 le Cyberguide Famille de manière un peu plus illustrée, colorée. On l'a fait en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse pour essayer un petit peu de replanter le débat et les échanges au sein du cercle familial et de manière intergénérationnelle sur, bien entendu, les usages pas toujours, mais parfois peut-être meublé de cybermalveillance. Le kit de sensibilisation, je pense que vous le connaissez et que vous l'utilisez. Donc, il reprend, et pareil, un téléchargeable et personnalisable comme vous l'entendez. Il répertorie les menaces les plus courantes et surtout les bonnes pratiques. J'insiste particulièrement, notamment au niveau du kit de sensibilisation et de nos fiches mémo, sur aujourd'hui toutes les recommandations qui concernent les téléphones portables. Parce que si nous commençons à avoir la culture, entre guillemets, de sécuriser nos ordinateurs fixes et portables, ça a encore du mal à rentrer par rapport à nos téléphones portables. Or, nous sommes aujourd'hui hyper connectés avec ces terminaux et je connais même des gens qui les utilisent, qui utilisent uniquement des téléphones portables et plus du tout d'ordinateur. Et donc, tout repose sur la sécurité embarquée, aussi bien au niveau du système d'exploitation que des applications. Et je me permets d'insister vraiment, pour vos usagers, c'est très important d'avoir aujourd'hui à l'esprit les bonnes pratiques pour mieux gérer la sécurité sur ces appareils. Un petit clin d'œil, parce que c'est bien utile, au guide que nous proposons en téléchargement également gratuit, rédigé par INC et la Fédération des entreprises de vente à distance, pour mieux comprendre les risques et surtout les bonnes pratiques et les points de vigilance à avoir par rapport aux achats en ligne. C'est très très important, n'hésitez pas à le télécharger, vous avez l'URL complète en bas de la slide pour aller le télécharger. Et enfin, dernière rubrique que je voulais porter à votre connaissance, à votre attention, qui existe depuis plusieurs années, notre rubrique la sensibilisation des jeunes. Je sais que vous montez régulièrement des ateliers et des activités avec nos plus jeunes concitoyens. Donc voilà, n'hésitez pas à venir piocher dans ces ressources, ce ne sont pas les seules, mais elles peuvent, je pense, à ce niveau-là, vous être utiles. Avant que j'attaque la mallette cyber, Agathe, y a-t-il des questions sur ce que je viens d'évoquer ? Oui, il y en a quelques-unes. Donc la présentation juste avant sur des outils à destination des jeunes. Donc il y a une question justement sur est-ce que ces documents, on peut se les procurer en version papier pour une distribution au public, je pense. Alors, oui, vous pouvez vous les procurer. Alors, pas auprès de nous parce que nous n'avons pas tous les droits d'impression de ces documents. On a un stock des incollables, les super-héros du net, qu'on utilise pour tous nos salons, enfin toutes les participations qu'on réalise, le numérique en commun, les NEC locaux, les congrès, etc. Et à chaque fois, on se fait dépouiller. Mais pour le coup, c'est auprès de e-enfance qu'il faut s'adresser pour avoir des demandes d'impression. Ok. Et pour globalement, vos ressources cybermalveillance.gouv pour un format papier? Alors en fait, on a pareil, on a des stocks qui sont limités. Quand j'ai déjà été contacté par certains conseillers qui organisaient des événements en local et qui me demandaient si on pouvait leur envoyer quelques supports, tant que ça reste, j'ai envie de dire, dans la mesure du raisonnable, on peut le faire. Mais maintenant, voilà, nos stocks également sont limités, donc on
on essaie de faire en sorte que tout le monde puisse en avoir, aussi bien nos correspondants, lors d'interventions, de conférences ou d'interventions en matière de sensibilisation. Là, j'interviens de plus en plus régulièrement à la demande de conseillers numériques ou de coordinateurs, et à chaque fois que je viens en présentiel, je viens avec un carton de documentation. Là, je suis intervenu à Bourg-en-Bresse il y a quelques semaines. Effectivement, je suis venu avec de la documentation, donc c'est faisable. Ok. Alors, il y avait une question sur en fait un service ou un site qui en fait imite une campagne d'hameçonnage factice pour avoir dans un contexte pédagogique savoir déceler un peu les signes qui doivent donner l'alerte. Donc un peu une page test pour les usagers qui sont accompagnés par des professionnels. Alors, on y reviendra. C'est un point que nous avons développé dans notre e-sensibilisation Sensiber, qui sera bientôt à disposition de tous nos publics sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Ok. Fin de ce chapitre, de cette séquence, il y a une séquence interactive, ludique, pour justement voir quels sont les principaux points qu'on peut vérifier quand on a un doute sur la provenance d'un mail. Si vous le voulez bien, okay. Agathe, j'attaque la mallette et puis on peut continuer, ouais. Comme ça on fait le sprint final et puis derrière on verra les questions-réponses. Très bien. La mallette cyber, du projet à la réalisation. Alors voilà, un petit historique sans pareil remonter à la préhistoire, mais tout simplement pour vous savoir comment ce projet, ce très beau projet est sorti de terre. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le groupe en intérêt public ACIMA est porté par une 60aine de membres qui représentent le dispositif, et c'est important, et qui nous stimulent, qui nous relaient nos campagnes de sensibilisation. Et il se trouve que j'étais rentré déjà en contact avec l'écosystème de la médiation en participant notamment à un NEC tous aidants à La Rochelle, c'est-à-dire des représentants plus ou moins éloignés de cette belle vie, je les salue ici. J'avais bien compris que les acteurs de la médiation utilisaient déjà nos supports, dont le fameux kit de sensibilisation, mais certains me l'ont dit et me l'ont confirmé quand ensuite j'ai participé au numérique en commun d'Angoulême, que nos contenus, même simplifiés, même embellis avec de l'infographie, restaient globalement trop complexe, trop verbeux pour vos usagers. Et donc, ce que me disaient les médiateurs, c'est l'idéal, ça serait qu'on ait vraiment des supports qui nous permettent de faire la transition entre vos contenus et nos usagers. Et ça, cette idée ne m'a jamais quitté. Et quand la NCT a rejoint le GIP en janvier 2022 et qu'elle nous a mandaté pour équiper et outiller les acteurs de la médiation avec une ressource de sensibilisation et pédagogique, j'ai toujours eu cette idée en tête. Donc en fait, la mallette cyber, ce sont deux idées principales, en tout cas deux axes, deux objectifs principaux. Le premier, c'est bien entendu permettre à tous les professionnels de la médiation d'actualiser leurs connaissances ou de s'acculturer par rapport aux menaces, mais surtout aussi aux bonnes pratiques et aux recommandations. Et la deuxième chose, c'est un enjeu qui est de taille, c'est vraiment d'améliorer la protection globale de près d'aujourd'hui de 16 millions de nos concitoyens, si on se fie au dernier document publié par la NCT sur ce sujet, qu'ils sont éloignés du numérique et surtout, de notre point de vue, encore plus vulnérables que le reste de nos concitoyens aux arnaques diverses et variées et aux cyberattaques. Donc pour nous, il y a vraiment un enjeu global d'acculturation et également de protection. Alors pour cela, parce que j'ai horreur de travailler pour rien et je voulais surtout pas que nous concevions quelque chose qui allait finir à caler un bureau ou une table avec un pied cassé, c'était de partir de vos besoins terrain. C'est pour ça qu'on a mis en ligne un formulaire, on a profité du NEC 2022 à Lens pour mettre en ligne un formulaire sur lequel on recueillait, on vous demandait de nous transmettre quels étaient vos besoins terrain en matière de sensibilisation au risque numérique. Donc, il y avait un certain nombre de rubriques au sein de ce formulaire. Il a bien circulé. La Mednum, les hubs, l'ANCT ont fait connaître l'existence de ce formulaire. Et effectivement, il a été mis en ligne de fin septembre à fin novembre. Nous avons eu au total
684 questionnaires remplis et exploitables avec un panorama assez varié, en tout cas qui représentait l'intégralité des profils par rapport aux acteurs de la médiation et de l'inclusion. Et c'est à partir de l'exploitation de ces 684 formulaires remplis par vos soins que nous avons dressé l'avant-projet de cahier des charges pour la mallette cyber. Alors, quels étaient ces axes forts? Tout d'abord, le souhait des médiateurs d'avoir une mallette au format hybride, physique et numérique. Leur souhait également d'avoir des outils et des ressources pour vous, pour les acteurs de la médiation. Le souhait d'avoir dans cette mallette une proposition d'activités interactives, ludiques et pédagogiques. Et enfin, chose originale, qu'on propose également dans cette mallette des supports à laisser aux usagers. Et ça, pour le coup, c'était super important à notre niveau. Et c'est à partir de ce cahier des charges que nous avons construit notre démarche pédagogique qui, bien entendu, doit vous permettre d'accompagner vos usagers vers l'autonomie. Alors, quels sont les principes de base d'appropriation et d'apprentissage ou d'actualisation de ces connaissances de la part du médiateur ou du conseiller numérique? Deuxième phase, une phase de transmission. Fort de cette actualisation, une phase de transmission avec des infographies adaptées. Phase suivante, une phase pédagogique et surtout ludique, jouer et échanger avec les usagers pour ancrer les connaissances qui ont été vues en phase de médiation. Et enfin, une dernière étape qui consiste à pérenniser les connaissances et les informations évoquées en laissant un support avec lequel l'usager quittera ou partira de l'atelier ou de l'entretien. Alors tout ça, c'est concrétisé par un certain nombre de supports. Donc la phase d'appropriation et d'apprentissage est contenue et matérialisée par le livret pédagogique à destination du médiateur, qui recoupe notre méthode pédagogique, enfin, en tout cas nos recommandations dans ce domaine-là, nos dernières fiches sur les bonnes pratiques et les cybermenaces, les règles du jeu de l'activité ludique et toutes nos recommandations en matière d'utilisation et de progression. Deuxième support, les supports de médiation, effectivement, que nous recommandons d'utiliser dans un premier temps avec les usagers, qui sont illustrés avec très peu de texte et qui vous laissent toute la latitude d'adapter votre discours justement à cette infographie. Support ensuite, un jeu de cartes avec un tapis de jeu, ce qui va vous permettre en fait, à l'image un peu du jeu des 7 familles, de partir d'une situation concrète, matérielle, physique, et à partir de cette situation, d'identifier avec le ou les usagers avec qui vous jouez la menace qui en découle, les risques que cette menace fait courir aussi bien au niveau personnel, individuel que collectif ou professionnel, et enfin, dernière catégorie à remplir, bien entendu, les bonnes pratiques qui permettent de s'en protéger au quotidien. Et enfin, donc un dernier support sous forme de bloc-notes, et chaque feuillet peut s'enlever et peut être remis à l'usager pour qu'il rentre chez lui avec une infographie très très simple qui résume les bonnes pratiques que nous recommandons. Alors, ces contenus ont été testés et ont été adaptés suite à des tests qui ont été menés en août 2023 avec des acteurs de la médiation et de l'inclusion qui nous ont fait remonter un certain nombre de choses qu'on a prises en compte. Et je tenais vraiment à saluer leur action parce que, comme je l'ai dit au début du webinaire, nous ne sommes pas, Cybermalveillance Group FR, des spécialistes de la médiation et cette ressource ne pouvait être conçue qu'en lien avec l'écosystème de la médiation et de l'inclusion. Alors, les contenus adaptés, les menaces, ça recoupe ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport au panorama des menaces. L'hameçonnage, bien sûr, le piratage de comptes en ligne, l'arnaque au faux support technique ou la fuite ou la violation de données personnelles, afin de permettre aux usagers de mieux se protéger et surtout de les inciter à devenir autonomes dans un numérique de confiance. Et important, des supports adaptés pour transmettre ces connaissances, tout en tentant de diminuer le caractère anxiogène du numérique et réalisé avec des illustrations, là j'en ai mis quelques-unes, simples et vraiment un esprit de ludification des apprentissages. Alors nous avons profité du NEC 2023
à Bordeaux pour mettre à disposition, pour sortir, pour lancer cette mallette. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu jouer avec sur notre corner. En tout cas, on est très contents parce que notre corner a été assailli quasiment pendant 2 jours d'affilée, et tous les échanges que j'ai eus avec des acteurs de la médiation semblaient aller dans un sens positif de répondre à vos besoins terrain et opérationnels par rapport à cette mallette. Ou télécharger gratuitement les plans. Et c'est aussi l'intérêt que vous puissiez avoir ce support de présentation. Donc, je le rappelle, les plans sont complètement gratuits. Ils sont en licence ouverte étalable de 0, c'est-à-dire que vous pouvez les modifier en nous informant bien sûr de ces modifications et en gardant l'origine, entre guillemets, de la création, cybermalveillance, VFR et ANCT, mais pour le reste, vous pouvez modifier un certain nombre d'éléments. Vous pouvez bien entendu venir les télécharger sur cybermalveillance.gouv.fr, mais également sur la plateforme collaborative du numérique d'intérêt général, opérée par l'ANCT, Les Bases. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme. D'une base. Attention, ces plans sont disponibles à 2 formats différents. Alors, je vous rassure, ils sont tous les 2 gratuits, ça ne change rien. Un format prêt à l'emploi, facilement imprimable, immédiatement imprimable et jouable, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une découpe laser dans son salon, et un format un peu plus orienté fabricants, makers, imprimeurs locaux, un peu plus élaboré, avec des cotes, etc., pour effectivement un rendu un peu plus quali. Mais les 2 sont opérationnels si vous voulez monter un atelier. Donc vous avez là l'ensemble des contenus, on y a rajouté une affiche, des stickers, le cyberguide famille et des flyers du dispositif. Côté numérique, parce que je vous rappelle que le cahier des charges demandait à ce qu'il y ait un aspect physique, un aspect numérique. Côté numérique, nous avons également profité du NEC 2023 pour mettre en ligne, le jour du lancement de la mallette, une rubrique spécifique sur cybermalveillance GouVFR dédiée aux professionnels de la médiation et de l'inclusion, avec des liens directs vers nos contenus les plus utilisés par les médiateurs, un lien direct vers nos vidéos de sensibilisation, les plans gratuits de la mallette cyber, comme je viens de l'évoquer, une simulation de notre parcours victime, si vous souhaitez montrer à un usager ou à des usagers comment concrètement se déroule un parcours victime sur cybermalveillance GouVFR, si malheureusement un jour ils ont à le faire, au moins là, vous pouvez vous entraîner avec eux, leur montrer comment répondre très simplement aux petites questions qu'on leur pose, notamment en début de parcours. Des liens utiles et à venir, surtout un lien direct vers notre e-sensibilisation. Certains d'entre vous la connaissent peut-être, elle est déjà aujourd'hui disponible sur les plateformes mentor.gouv.fr, une plateforme interministérielle, la plateforme magistère de l'éducation nationale pour tous les personnels de l'éducation nationale. Elle est également disponible gratuitement dans le catalogue en libre accès des formations proposées par le CT pour les collectivités territoriales. Et enfin, pour la fonction publique hospitalière, elle fait partie du catalogue de l'ANFH, qui est leur organisme de formation continue. 3 modules, comprendre, agir, transmettre. Un format court et attrayant, 1h50 au total. J'ai envie de dire conforme et fidèle surtout à l'esprit de nos contenus, accessible à tous, sans acronyme, sans anglicisme, avec pas mal de séquences interactives, dont une un peu plus orientée, c'est l'image du haut, sur l'hameçonnage, comment détecter effectivement un mail d'hameçonnage. Et bientôt, dans les semaines qui viennent, elle sera disponible à tous. On l'a réadaptée un petit peu pour le grand public et les PME-TPE. Elle sera disponible à tous sur simple inscription directement sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, et vous y aurez un accès privilégié à partir de la rubrique dédiée à l'inclusion et à la médiation. Avant de terminer, Antoine, vous me confirmez, je suis toujours dans les temps? Ouais, pas de souci. Il est 14h, on a jusqu'à bien. 14h30, donc on est C'est très super. bien. Avant de terminer, je voulais évoquer 2 choses qui me semblent importantes. Bien entendu, ensuite je répondrai à toutes les questions en tout cas j'essaierai de répondre à toutes les questions que vous poserez. Le Cybermois, le mois européen de la cybersécurité, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une initiative à l'origine de l'Union européenne,
et plus particulièrement de son agence de cybersécurité, l'ENISA. Le volet français 2023 a été piloté par cybermalveillance.gouv.fr. Auparavant, il était piloté par l'ANSSI qui nous a passé ce flambeau. Et maintenant, nous le pilotons tous les ans. Donc, c'est aussi pour vous, le but, c'est vraiment de sensibiliser tout public confondu. On a fait beaucoup d'actions en 2023, justement pour valoriser des actions de sensibilisation, des événements avec des idées, des propositions, etc. Donc, l'opération cyber-responsable. N'hésitez pas à venir sur la plateforme au mois d'octobre ou même avant pour vous informer du menu des réjouissances pour l'édition 2024. Et enfin, j'en termine avec quelques liens qui me semblent importants de vous transmettre. Le lien, l'accès direct vers notre diagnostic, notre parcours d'assistance victime. Je vous rappelle que vous avez un bac à sable, entre guillemets, pour simuler ce parcours dans la rubrique dédiée aux professionnels de l'inclusion de la médiation. Un lien direct vers tous nos contenus d'information et de sensibilisation. Un nouveau service mis en place par beta.gouv.fr et France Identité, dont certains peuvent être bien utiles pour sécuriser ces envois de documents, pour monter un dossier en vue justement de postuler pour une location ou caisse, ou encore garder la maîtrise de ces données d'identité avec la génération d'un justificatif d'identité à usage unique sur france-identité.gouv.fr. Voilà, donc ceci n'est pas une opération de quishing. Maintenant, on parle. Alors, il y a aussi beaucoup de. Ça fera peut-être partie de vos interrogations. Beaucoup de questions par rapport aux campagnes d'hameçonnage aujourd'hui qui se développent par le biais de QR code. Je pense qu'il est important de rappeler à nos usagers que le QR code existe depuis des années aujourd'hui, mais que effectivement les attaquants l'ont bien compris. Il est de plus en plus utilisé à des fins commerciales et il n'y a pas de raison qu'il se prive de ce beau vecteur pour amener une victime sur un formulaire ou sur un site frauduleux. En guise de conclusion, je voudrais renouveler mes remerciements au Hub Bretagne. Pour nous, c'est toujours un honneur et un privilège d'être au contact d'acteurs de la médiation et de l'inclusion et je reste bien entendu disponible pour vos questions. Merci Laurent. Du coup, il y a pas mal de questions. Enfin, merci à toi du coup d'être venu participer parce que je pense que ça fait un moment qu'on avait des demandes sur le terrain de prendre un petit peu de hauteur sur ce sujet-là. Donc, je pense que tu as bien répondu à un certain nombre de questions malgré le fait qu'on soit sur une thématique qui soit assez fluctuante puisqu'il y a des nouvelles choses qui arrivent toutes les semaines, des nouvelles attaques et des nouvelles manières de se faire piéger. Agathe, je te laisse remonter. Alors, je ne sais plus où on en était arrivé. Je crois qu'on était arrivé sur Yves, il y a une question de Yvon, non, il me semble. Je ne sais pas si on l'a traité, celle-ci, oui. Je ne pense pas. Il y a plusieurs questions qu'on n'a pas traitées sur la phase juste avant, donc on peut remonter un petit peu. Il y avait une question sur la conservation des mots de passe. Quel conseil pour le mode de conservation des mots de passe? Alors, quel conseil pour la conservation des mots de passe? Deux options. Vous avez une mémoire phénoménale et vous êtes un génie, vous avez une mémoire photographique immédiate et dans ces cas-là, vous pouvez bien entendu mémoriser l'intégralité des couples identifiants mots de passe que vous utilisez pour les différents services. Maintenant, si vous avez une mémoire de poisson rouge comme moi, vous pouvez utiliser un petit logiciel qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons démultiplié, comme je l'ai évoqué, les accès, les services. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à mémoriser. Et c'est important de pouvoir effectivement tout mémoriser ou en tout cas stocker à un endroit sécurisé. Le principe de ces petits logiciels, c'est effectivement de créer une espèce de coffre-fort, entre guillemets, chiffré, c'est-à-dire protégé, rendu inaccessible, sur votre ordinateur, et dans lequel vous allez effectivement inventorier et stocker donc l'ensemble
des identifiants, enfin des couples identifiants mots de passe associés aux services pour lesquels vous les utilisez. Alors attention, une petite recommandation. L'accès à ce gestionnaire de mots de passe se faisant par un mot de passe maître, entre guillemets, j'ai envie de dire que c'est le seul que vous aurez à retenir, donc je vous recommande d'en prendre un très costaud, mais surtout de ne pas l'oublier, parce que là, pour le coup, ensuite, il faut y aller à la disqueuse. Nous recommandons plus particulièrement le gestionnaire de mots de passe qui s'appelle KeePass, qui a été certifié par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Ça veut dire qu'il a fait l'objet de tests au niveau de sa sécurité. Et donc voilà, c'est le seul gratuit aujourd'hui recommandé par l'ANSSI que nous recommandons. Maintenant, l'offre est large et je laisse à votre appréciation le fait de choisir l'outil qui vous semble le plus adapté à vous ou à vos usagers. Mais je viens de mettre le lien dans le chat, parce que effectivement, KeePass, je pense qu'en tapant KeePass, il y a plusieurs choses, mais voilà, j'ai mis le lien dans le chat du logiciel. Ensuite, il y avait des questions plutôt sur des paramétrages et des fonctionnements de téléphone mobile. Donc à la fois sur comment installer des applications sans passer par Google, ou bien mettre des paramétrages qui permettent d'identifier des appels frauduleux. Alors, identifier, je vais commencer par le plus dur. Identifier des appels frauduleux, c'est très compliqué. Parce que je ne vais rien vous apprendre, vous êtes tous au contact d'usagers qui ont été victimes, ou peut-être vous-même ou vos proches ont été victimes de tentatives d'arnaque. C'est l'éternel combat du projectile et de la cuirasse. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une contre-mesure qui va peut-être être efficace quelques semaines, mais derrière, le problème, c'est que bien entendu, et vous le constaterez d'autant plus en lisant notre rapport d'activité, les attaques évoluent, les méthodologies d'attaque évoluent, et bien entendu, les attaquants s'adaptent énormément. Donc, j'ai envie de dire que quelque part, un système de filtrage, il a ses propres limites. Souvent, l'ANSSI parle de défense en profondeur. C'est quoi la défense en profondeur? C'est à la fois une défense technique, réactive, et également en termes de vigilance. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas envisager sa sécurité numérique individuelle ou même au sein d'une organisation si on ne l'envisage pas de manière globale. Donc oui, c'est bien d'utiliser des petits logiciels qui vont nous aider potentiellement à détecter des appels. Mais il ne faut pas se rendre dépendant de ce truc-là et il ne faut pas compter uniquement là-dessus. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est l'humain qui est la première cible des attaques. C'est pas le technique. Pourquoi? Parce que les attaquants, ils sont comme moi, ce sont des gros feignants. Ils vont pas s'embêter à coder un truc super compliqué, super complexe, qui va leur coûter du temps et de l'argent, alors qu'en fait, il suffit d'appeler quelqu'un pour lui faire peur en se faisant passer pour la police, les pompiers ou son banquier. Vous comprenez que là, il y a un gain de temps et d'argent considérable. Et en plus, le facteur humain étant ce qu'il est, ça a potentiellement beaucoup plus de chances d'aboutir. Donc, vraiment, je vous encourage à mettre en œuvre, non pas une paranoïa, non pas une schizophrénie, mais une vigilance naturelle par rapport à des petits signaux faibles, urgence, anxiété, affaire du siècle, action demandée, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ni plus ni moins, par rapport à ça. Et s'il y a un doute, il n'y a plus de doute. C'est une arnaque. Voilà. Et à venir vous informer, bien sûr, auprès de sources de confiance. C'est souvent plus facile, on comprend mieux les choses quand on se rend compte qu'on n'est pas seul dans ce cas-là. Et là, je fais référence notamment à des actes de cybermalveillance comme l'arnaque dite au sentiment. C'est très, très compliqué de conseiller quelqu'un qui est en train de se faire embobiner sur Internet par soi-disant l'amour de sa vie, qui va lui demander de l'argent, qui a toujours des problèmes financiers, qui n'arrive jamais à allumer sa webcam comme par hasard. Et là, vraiment, faire connaître à cette personne des articles évoquant ces cas et qui vont correspondre à ce qu'elle vit au quotidien, c'est la méthode la plus efficace pour la convaincre qu'elle est malheureusement piégée comme d'autres. Voilà. Il y avait une question sur une ressource pour vérifier des liens qui s'appelle Virus Total.
Est-ce que c'est recommandé de tester un lien URL sur VirusTotal avant de cliquer sur un lien? Alors ça, c'est comme les filtres pour les appels frauduleux. Ça peut être un outil parmi d'autres. Ça peut être un outil parmi d'autres. Moi, en tant que représentant d'une plateforme gouvernementale, je ne peux pas dire utiliser telle marque ou tel service. Je dis simplement, effectivement, essayez déjà de vous assurer que ce service est fiable. Parlez-en autour de vous, allez sur des forums, renseignez-vous, et faites-le régulièrement parce qu'un service fiable, il peut l'être en 2022, mais il peut être moins pertinent en 2023 pour une raison ou pour une autre. Il a peut-être été racheté par une autre société, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les outils évoluent, les méthodes aussi, et en fait, je pense que le plus important, c'est de se tenir au courant et surtout d'adapter sa conduite, ses outils et ses usages à l'évolution des menaces. Alors, une autre question sur la collecte d'adresses mail. Est-ce qu'il est possible que son adresse mail soit collectée en se rendant sur un site sans s'inscrire sur le site? Alors normalement, aujourd'hui, les sites au sein de l'Union européenne doivent que votre adresse mail ou d'autres données, peu importe, qu'on peut considérer comme des données à caractère personnel, vont être collectées et ou stockées. Normalement, dans le périmètre de l'Union européenne, vous devez être informé et vous devez pouvoir donner votre consentement, votre accord. Pour le reste du monde, ma foi, je n'avancerai pas. Ok. Il y avait une question aussi sur l'empreinte qui parfois est une alternative à un mot de passe. Est-ce que c'est plus sûr de mettre une empreinte plutôt qu'un mot de passe? Non, c'est pas plus sûr. C'est le même principe. Si moi, on est entre nous et je peux le dire librement. Si moi, en tant qu'attaquant, je réussis à embobiner et à théâtraliser, à créer une situation qui fait que ma cible, ma victime, va poser son empreinte sur le téléphone portable, ça sera le même cas d'usage que un SMS bidon ou un mail bidon qui vous demande à tout prix votre mot de passe parce que c'est très urgent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une bonne défense, c'est une bonne pratique. Qu'on utilise un mot de passe ou un accès par empreinte, c'est une mesure qui nous semble aujourd'hui essentielle. Il n'en demeure pas moins que si la victime est persuadée qu'elle a affaire à un bon interlocuteur légitime qui lui demande d'apposer son empreinte sur l'écran, elle le fera, trompée et leurrée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le principe est fiable, mais j'ai envie de derrière, il faut qu'il y ait aussi de l'éducation et de la pédagogie pour indiquer à vos usagers que cette empreinte, c'est pas le remède à tout. Et que si jamais le général de gendarmerie et je ne sais pas quoi l'appelle parce qu'il y a une cyberattaque en cours et qu'on lui demande de poser son doigt sur l'écran, elle risque de le faire, sans se poser de questions. Or, c'est là qu'il faut intervenir. C'est là qu'il faut dire, attendez, mais un général de gendarmerie ne va jamais vous appeler. Et surtout pas, il ne va pas vous écrire à partir d'un compte Gmail. Voilà, et c'est pour ça que toute la contextualisation et la pédagogie et l'accompagnement, bref, vos actions sont déterminantes par rapport à un mode de protection donnée, quel qu'il soit. Il y a quelques réactions justement, alors c'est pas des questions, mais sur le fait que par rapport à un outil de conservation de mots de passe, parfois c'est déjà un logiciel qu'il faut savoir maîtriser. Donc pour des personnes assez éloignées du numérique, il y a un travail avant sur créer des bons mots de passe ou avoir un petit répertoire papier. Voilà, quelques réactions comme ça dans la discussion. Alors je comprends tout à fait ces préoccupations. Moi, en tant que représentant de cybermalveillance.gouv.fr, je ne peux officiellement pas vous recommander d'utiliser un carnet, un papier, etc. J'ai échangé à nombreuses reprises avec des aidants numériques ou des médiateurs. Je comprends tout à fait ces situations-là. Je dis simplement qu'à notre niveau, on ne peut pas en faire des recommandations officielles, même si dans les faits, notamment au sein d'EHPAD ou de maisons de retraite ou notamment avec nos seniors qui ont une maîtrise un peu plus compliquée des différents outils logiciels.
si je comprends que ça peut être une solution, ma foi, moins pire que rien du tout. Voilà. Mais à mon niveau, je peux pas la recommander. Alors, il y a plusieurs questions en plus sur. On a parlé tout à l'heure du site de simulation pour une campagne d'hameçonnage. Quel est le calendrier? À quel moment ce sera publié? Et à quoi ça va ressembler? Alors, notre e-sensibilisation va être très prochainement mise en ligne et accessible et jouable surtout, parce que c'est une e-sensibilisation. Donc là, on est vraiment sur un parcours individuel à voyager. On va inviter à voyager au travers des 3 modules, comprendre, agir et transmettre. Je ne peux pas vous donner de date exacte parce que là, on est vraiment en train de finaliser l'intégration. On va l'annoncer très, très prochainement. Mais normalement, dans les semaines qui viennent, vous ne pourrez ignorer que Sens-Cyber est à disposition de tous nos publics. Et en plus, on mettra, je vous l'ai dit, un raccourci, un accès direct, directement dans la rubrique que nous avons mis en ligne en octobre dernier, dédiée aux professionnels de l'inclusion et de la médiation numérique. Ok. Donc il y a une nouvelle question, c'est vrai que je l'ai mentionné tout à l'heure, sur le téléchargement d'applications, si on veut éviter de passer par le Play Store de Google. Est-ce qu'il y a des recommandations? Alors, nos recommandations, et j'ai insisté tout à l'heure lors de ma présentation, aujourd'hui, pour nous, les téléphones portables ne sont non pas l'avenir de l'humanité, mais sont massivement utilisés. Je ne vais pas vous l'apprendre. On est hyper connecté, on fait de plus en plus de choses avec, on accède à de plus en plus de services. Et ça, les attaquants l'ont bien compris, c'est-à-dire qu'ils vont de plus en plus, ils ont déjà commencé à le faire, utiliser ces terminaux, ces supports pour tenter de nous piéger, ou en tout cas tenter de collecter nos informations ou de les pirater. Donc vraiment, nos recommandations pour les téléphones portables, elles portent sous 2 angles essentiels. 3. Le premier, c'est mettre à jour le plus régulièrement possible le système d'exploitation embarqué qui va comporter donc des mises à jour également sur des failles de sécurité. Qu'il s'agisse d'iOS ou d'Android pour les téléphones les plus communs et les plus populaires. Aujourd'hui, j'aurais pas dit ça il y a quelques années, mais aujourd'hui, quand même, ces opérations de mise à jour sont devenues de plus en plus faciles à réaliser. C'était pas le cas avant. Fallait prévoir la nuit en priant pour que son téléphone redémarre à l'issue. Aujourd'hui, c'est quand même, voilà, les éditeurs sont quand même améliorés par rapport à ces mises à jour et ça se passe de mieux en mieux, de plus en plus vite. Donc, systématiser ces mises à jour. Par rapport aux applications, et ça c'est intéressant parce que je pense que c'est vraiment une évolution de notre société, nous n'avons jamais autant installé et désinstallé d'applications que sur les téléphones portables. Or, une petite histoire. Il y a quelques mois, je voulais m'installer une application sur mon téléphone portable pour les chemins de randonnée et les balades en forêt. Et là, au cours de l'installation, l'application me demande si elle peut accéder à mes contacts. Question, chers amis, quel rapport entre mes balades en forêt et mes contacts? Alors, ça m'a fait de la peine parce qu'elle me plaisait bien, mais je n'ai pas finalisé l'installation. Et j'en ai choisi une autre, un petit peu moins fun, un petit peu moins jolie, mais qui fait le job et qui n'a pas demandé à accéder à l'intégralité de mes contacts et de mon carnet d'adresses. Donc, vraiment, ça, c'est ce que nous recommandons aujourd'hui. Attention, attention. Déjà, ne téléchargez les applications que sur les magasins officiels. Sinon, vous n'avez aucune garantie, en tout cas, sur la fiabilité et surtout sur le fait que l'application ne soit pas elle-même piégée par un autre logiciel, un captureur de frappe, qui va intercepter vos SMS, voilà, des logiciels clairement frauduleux. Vous n'avez aucune garantie et donc ne les téléchargez que sur les magasins officiels. Vérifiez lors de l'installation et ou des mises à jour les droits et les accès que chacune de ces applications demande et ne pas hésiter à vous y opposer ou à changer d'application. Et surtout quand vous n'utilisez plus une application, c'est pareil, ce n'est pas la peine de la conserver, vous pouvez la désinstaller pour être sûr qu'elle ne tombe pas en tâche de fond.
Est-ce que c'était Visorando l'application ou c'en était une autre? Tu peux donner le nom de l'application en question? Alors, je Je te pourrais rappelle plus. ultérieurement, mais là, je l'ai plus en tête. Non, 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 non. Je l'ai plus en tête. Parce que la plus connue, c'est Visorando. Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'elle est assez suivie et connue. Et je sais que je l'ai sur mon téléphone, mais c'est vrai que des fois, machinalement, on regarde pas forcément les autorisations qu'on donne, ce qui est un peu malheureux, hein, mais du coup, on devrait prendre un peu plus de temps pour effectivement Alors, au regarder. moins, voilà, moi je suis d'accord avec toi, mais au moins pour s'assurer que l'application, j'ai envie de dire, reste cohérente dans ses accès par rapport aux fonctionnalités qu'elle nous propose. Il y a une question sur une plateforme qui s'appelle Data for Ethics, qui propose une application consacrée à la protection des adolescents contre le cyberharcèlement dans le respect du Mmh. RGPD, qui s'appelle Oh, oh, NetEthics. oh. Oh, Est-ce oh. que, est-ce que c'est intéressant et est-ce que vous connaissez déjà cette plateforme? Alors, je ne la connais pas à titre personnel. Je pourrais me renseigner au sein de l'équipe pour savoir si quelqu'un a déjà entendu parler de cette plateforme, puis peut-être vous faire des retours ultérieurs. Nous, on travaille, on collabore énormément, et d'ailleurs, je tiens, puisque le 3018 de e-enfance fait partie des services que nous proposons aux victimes de cyberharcèlement quand elles viennent réaliser un parcours victime sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Et e-enfance est membre du dispositif. Ils ont sorti une appli, si ma mémoire est bonne, il y a quelque temps de ça. C'est une association reconnue d'utilité publique. Donc j'ai envie de dire, voilà, j'aurais tendance à vous recommander très chaudement et très particulièrement ce service et cette application qui fait ses preuves, sachant que quand une victime vient chez nous, elle peut être mise en relation avec un écoutant spécialisé dans le domaine du cyberharcèlement par le biais du 3018. Donc c'est important. Ok. Donc il était question tout à l'heure du parcours un peu de l'usager qui fait un signalement. Il y a une question là-dessus justement. Qu'est-ce qui se passe après un signalement spam? Comment sont gérés les signalements? Et il y avait une question un peu plus tôt aussi sur parfois les usagers nous disent je fais des signalements mais ça sert à rien parce que je vois pas on va dire le changement. Donc que répondre à ça? Ah, c'est une très bonne question et c'est un vaste sujet. Je vais tenter de vous donner des éléments de réponse. Comme indiqué, cybermalveillance.gouv.fr n'est pas à proprement parler une plateforme de signalement. En fait, nous, on est une espèce de grosse gare de triage qui allons prendre en compte ce que nous déclare la victime, qui allons lui adresser un ensemble de recommandations d'urgence pour éviter le suraccident et qui allons lui proposer un ensemble de services adaptés à la cybermalveillance qui a été diagnostiquée. Pour les spams et même les mails d'hameçonnage, nous recommandons très fortement la plateforme Signal Spam, qui est également membre de notre dispositif. Et souvent, j'entends des gens dire effectivement, enfin, mettre en avant les éléments qui viennent des... Mais en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ça implique sans fond, on n'a pas l'impression que derrière, il y a des conséquences opérationnelles. Alors, il faut savoir que le spam, aujourd'hui, et l'hameçonnage, c'est une véritable gangrène par rapport au réseau. Et je tiens à rendre hommage au travail effectué par les équipes de Signal Spam. Nous participons, nous échangeons très régulièrement avec eux, nous participons à leur conseil d'administration. Et en fait, le routage de mails sur Internet, c'est vraiment un écosystème très particulier, avec des acteurs qui sont très peu connus du grand public, des régies, enfin, voilà. Et Signal Spam travaille au quotidien avec cet écosystème, justement à l'aide des signalements que vous faites, pour justement limiter, blacklister ou interdire les réseaux ou les opérateurs qui font circuler du spam. Malheureusement, comme c'est un domaine très lucratif, qui peut rapporter de l'argent, et que les réseaux aujourd'hui offrent aussi une impunité avec une force d'inertie entre le moment où on signale et le moment où ça peut être mis de côté, du temps peut s'écouler. Quand un réseau de spam ou de phishing tombe en termes de routage, il est très rapidement remplacé par un autre qui croit faire de l'argent facile. Donc en fait, on a l'impression que ces réseaux ne tombent jamais. Or, il en tombe très régulièrement. Signal Spam, et vraiment, je le dis en toute transparence, fait un travail exceptionnel
avec l'écosystème du routage et des régies en matière de mails sur Internet. Mais malheureusement, ces phénomènes ont pris une telle ampleur qu'il n'est pas évident. Moi, je suis le premier à les inviter à mieux communiquer sur ces actions qui sont peu connues du grand public. Mais oui, vos signalements sont utiles. Continuez à signaler, notamment sur Signal Spam. Ok, c'est très clair. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, je crois. Il nous reste 5 minutes, donc on peut en prendre encore une ou deux, je pense. Ouais, il y a eu pas mal de réactions j'ai vu sur les applis, en fait, est-ce que les autorisations qu'on donne ou pas, et voilà, et de dire qu'on peut retourner après aussi pour vérifier dans les paramétrages les autorisations qu'on a données. Tout à fait. Ok. Après, non, effectivement, je sais pas, je vois pas non plus d'autres questions. Je suis en train d'essayer de voir si on en a raté, Agathe, mais alors moi j'ai une petite demande à vous formuler, si c'est possible. On a parlé de la mallette cyber. J'espère que certains d'entre vous vont télécharger les plans et puis les imprimer, puis monter des ateliers avec. Bien entendu, nous sommes nous sommes preneurs de tous les retours opérationnels qu'on peut avoir de votre part pour l'améliorer. Et je prends un témoin, Antoine et Agathe. Si dans quelques mois on peut se refaire un petit webinaire ou un échange, une webconf, n'importe quoi, une rencontre en visio, pour effectivement que vous puissiez me rebasculer vos retours par rapport à vos utilisations, à vos usages, à vos usagers. Moi, je suis preneur à fond. Au contraire, on fera une V2 qui sera encore mieux. Ben oui, ça peut être l'occasion effectivement de laisser peut-être 4-5 mois pour que certains pros puissent l'expérimenter, la tester, et puis après de revenir dessus pour voir quelles évolutions il pourrait y avoir. Au contraire, avec plaisir. Apparemment, je vois dans le chat, là, il y avait une question sur les faux désabonnements. Oui. Oui. Ouais, des mails qu'on reçoit, comme quoi pour se désabonner du newsletter et qui envoie vers un faux lien, je pense, ou vers je pense que c'était ça la question. Non, Agathe, tu l'as retrouvé ou pas? Oui, j'essaye de remonter. Parce que nous, on est plus confrontés à cybermalveillance, à ce qu'on appelle les abonnements dissimulés. C'est-à-dire que vous allez sur une plateforme, soi-disant avec des notices d'utilisation pour électroménager. La notice est à un prix ridiculement bas, 30 centimes. On se dit, ouais, quand même, c'est sympa. Je vais donner 30 centimes d'euros. Ils se sont embêtés à tout scanner, à tout numériser. Et au moment où vous payez, en bas de la page, vous ne le voyez pas, mais c'est en tout petit. Et vous souscrivez à un abonnement. En général, c'est des prix qui sont pas super élevés, de manière à ce que ça passe sous les radars quand vous regardez vos relevés mensuels. Et c'est aux alentours de 30 euros ou 25 euros par mois. Et en fait, vous vous retrouvez débité tous les mois. Et moi, je connais des gens qui ont mis 6 mois avant de s'en rendre compte. Alors, en général, ces boîtes-là veulent être très légalistes et veulent rester en activité. Donc, à partir du moment où vous manifestez ou vous les menacez de déposer plainte ou quoi aux caisses, ils vous remboursent rubis sur l'ongle le mois en cours, mais vous vous êtes fait quand même fait avoir pendant 6 mois. Donc, attention. Malheureusement, ces services jouent toujours avec la légalité. Quand vous faites un paiement sur Internet, vérifiez que vous ne payez que pour ce que vous achetez au moment où vous l'achetez et que vous ne souscrivez pas de manière plus ou moins dissimulée ou en police Arial 3 des abonnements qui vont vous être facturés derrière. Je ne sais pas si elle faisait allusion à ça, en fait, c'est Jeanne des Côtes d'Armor. Oui, c'est les désabonnements à des newsletters, a priori, qui renvoient sur les liens de désabonnement, renvoient sur des pages erreurs ou des pages. Ouais. Ouais, alors du coup, moi j'ai une question dans la foulée qui va un peu dans le même sens. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me désabonner à des newsletters, mais que je continue de recevoir
des mails et parfois des grandes entreprises, enfin je tairai le nom de celle en question, mais et où je continue de recevoir des mails. Alors je sais qu'il y a la solution de mettre en spam, mais ça veut dire que je recevrai plus du tout de mails de leur part. Et donc est-ce qu'il y a une autre solution pour pouvoir vraiment ne plus recevoir de mails de leur part, en tout cas la newsletter? Alors ça, c'est toujours le problème de ces cas un petit peu tangents. Est-ce que c'est de la maladresse de leur part? Est-ce qu'il y a un délai de quelques jours parce qu'ils manipulent beaucoup de données et beaucoup d'adresses et beaucoup de mailing lists? Ou est-ce que c'est au contraire volontaire et c'est là un petit peu pour vous forcer à continuer à la recevoir? Moi, dans ces cas-là, je cherche à parler à un humain. Alors, je sais que je vais faire rire tout le monde parce que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui. J'essaie d'appeler, de me faire transmettre un service client, quelque chose, à parler à quelqu'un en chair et en os pour lui dire stop, quoi, arrêtez, parce que voilà. Après, c'est toujours pareil, c'est délicat parce qu'on n'est jamais persuadé que ça soit de la mauvaise volonté avérée ou si c'est un petit décalage avec leur base, leur machin. Parce qu'il faut savoir, pour les plus grandes de ces entreprises, ça brasse quand même parfois des centaines de milliers, si ce n'est plus, d'adresses mail. Donc, c'est pas évident pour eux d'annuler du jour au lendemain des envois de vous désinscrire de cette mailing list. Peut-être une dernière question. Que pensez-vous des paiements par smartphone? Allez, soyons fous. Il y en aura peut-être une autre. Je vois qu'il y a Sylvain qui est encore en train d'écrire, mais après on arrêtera parce que. Je pense que ça peut être super. Je pense que ça peut être super pratique si c'est bien maîtrisé, c'est bien contrôlé. Je le dis, je le répète, à cybermalveillance.gouv.fr, et je pense qu'au Bretagne c'est la même chose. Nous ne sommes pas des nostalgiques de l'ère du Minitel et du téléphone à cadran. C'est pas le but. Faut vivre avec son temps et avec les technologies qui nous entourent. Maintenant, effectivement, à partir du moment où on a plus de facilité, où nos usages changent et où les possibilités de captation de ces données ou d'attaque sur ces supports évoluent, il faut être vigilant dans ces usages. Donc oui, pourquoi pas le paiement par téléphone ou par montre connectée. Maintenant, être un minimum conscient et informé de la manière dont ça fonctionne et ne pas hésiter à faire les mises à jour, à utiliser des mots de passe adaptés, robustes, à s'assurer que le service proposé par la banque est fiable et éprouvé. Enfin voilà, on rentre ensuite dans un processus de sécurisation globale par rapport à ce moyen de paiement. Mais j'ai envie de dire, un téléphone, aujourd'hui on fait tout avec nos téléphones, donc pourquoi pas un moyen de paiement? Je vais pas, je suis pas là pour m'opposer à l'avancée des technologies. Par contre, je suis là pour dire attention, nos usages évoluent, les attaques aussi, donc soyons prudents et vigilants par rapport à ces évolutions et maîtrisons-les. Voilà. Je pense qu'on est pas mal, a priori, on est bien. Hop, Oui. les gens te remercient, donc ça veut dire qu'on est plutôt Merci à tous d'être de Ouais. votre présence, de vos Ouais. questions, et merci par avance si certains en font des retours que vous pourrez nous faire sur la mallette cyber. Oui, et j'en profite donc pour te remercier également, Laurent, parce qu'au final, ça a été assez vite l'organisation de ce webinaire. Je m'en félicite et je me dis que, en fait, on pourra en faire d'autres sur d'autres thématiques. Et du coup, on est preneur. Alors, on a déjà, nous, forcément, l'équipe du Hub des thématiques qui nous viennent en tête, mais s'il y en a d'autres, que vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, soit sur l'adresse contact, soit sur nos adresses mail respectives. Si vous voulez avoir des interventions particulières sur des thèmes particuliers ou autres et prendre un peu de hauteur sur ce format-là, en tout cas, vous n'hésitez pas à nous proposer des thématiques et on essaiera de faire en sorte d'organiser ça. Ça peut s'organiser assez rapidement à chaque fois. Il faut juste que vous ayez bien le créneau et ce format-là, 13h, 14h30, a priori, a l'air d'avoir convenu à pas mal de gens. Donc, on renouvellera sur ce côté-là. Il y aura un replay du webinaire parce que c'était enregistré. Donc, voilà. Et merci tout le monde. Bon après-midi, bon week-end, parce que c'est le week-end dans quelques heures. Profitez bien pour ceux qui ne travaillent pas ce week-end. Peut-être que certains travaillent, mais du coup, à bientôt.
À bientôt. Au revoir. Au revoir et à bientôt, le Bretagne. Merci. Vous êtes actuellement la seule personne dans cette conférence.